vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. De retour à l'antenne, nous voulions parler d'autres changements au gouvernement du Québec avec la loi 7 qui entrera en vigueur à la fin du mois. Annoncé un peu avant les fêtes, il s'agit d'un virage minceur du côté du gouvernement. Le projet de loi abolit certains organismes gouvernementaux tels que Transplant Québec, dont la mission sera confiée à Emma Québec, ou encore l'Institut national de santé publique du Québec. Cette loi fusionne ainsi l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux et l'Institut national de santé publique du Québec pour créer l'Institut québécois de santé et de services sociaux. Les experts s'inquiètent de perdre de l'expertise en matière de santé publique. Alors, comment préserver l'indépendance scientifique et les missions des organismes de santé publique en dépit de ces changements majeurs? Pour le savoir, restez avec nous. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons parler du projet de loi 7 qui entrera en vigueur à la fin du mois. Cette loi minceur vise particulièrement la santé publique et les services sociaux dans le milieu communautaire, mais aussi de nombreux organismes gouvernementaux, gardiens d'une expertise scientifique importante. Pour en parler, je suis en compagnie de Martine Bouchard, présidente directrice générale de Transplant Québec. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Carole Clavier, professeure au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal et membre de l'Institut Santé et Société de l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Donc, la loi 7 vise à réduire la bureaucratie, à accroître l'efficacité de l'État et à renforcer l'imputabilité des hauts fonctionnaires. Pour cela, il y aura des changements auprès de 80 lois et des dizaines d'organismes publics. Cela touchera tout particulièrement plusieurs organismes en santé, comme Transplant Québec ou encore l'Institut national de santé publique du Québec, dont les missions seront confiées à d'autres organismes. Avec les abolitions, les fusions et d'autres remaniements chapeautés par Santé Québec, la ministre France-Hélène Duranceau veut réaliser des économies de 35 millions de dollars d'ici 5 ans. Pour commencer, Madame Bouchard, comment accueillez-vous les changements qui touchent Transplant Québec? Avec, je vous dirais, beaucoup d'émotions. D'abord parce que ça a été une surprise énorme pour nous, puisqu'on s'attendait totalement le contraire, c'est-à-dire qu'on avait travaillé depuis la dernière année, minimalement, à avoir un projet de loi qui visait justement à donner les coups des franches à Transplant Québec pour qu'on optimise davantage le don d'organes et la transplantation. Et donc, cette loi-là vient complètement dissoudre notre organisation et transférer les activités chez Emma Québec. Est-ce que vous l'avez appris un petit peu avant les annonces? Je l'ai appris le mardi soir et le projet de loi est sorti mercredi matin. Oh, c'est très, très collé à la date. Entendu, je comprends. Professeur Clavier, rappelez-nous ce que propose le projet de loi 7 pour la santé publique. Oui, je peux vous rappeler ce qu'il propose essentiellement pour l'INSPQ, oui. Donc l'Institut national de santé publique du Québec, qui, juste pour mettre en contexte, est un des instruments organisationnels importants de la politique de santé publique au Québec. C'est le centre d'expertise en santé publique qui est chargé de fournir des avis, des conseils, des données au ministère de la Santé et des Services sociaux, à Santé Québec, et puis à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et au Conseil écrit de la santé et des services sociaux de la baie James. Donc, il y a vraiment un mandat très large qui couvre toutes les fonctions de la santé publique. Ce que propose le projet de loi, c'est d'abolir la loi constitutive de l'INSPQ, puis de répartir ses missions au sein de Santé Québec. Donc, le projet de loi, en l'état, prévoit d'envoyer le laboratoire de santé publique et le centre de toxicologie du Québec à Santé Québec, de renvoyer les responsabilités pour la formation universitaire et les liens avec les universités au ministère de la Santé et des Services sociaux, et puis d'intégrer le reste des fonctions de l'INSPQ dans un nouvel Institut québécois de santé et des services sociaux qui serait issu de l'absorption des fonctions de la fusion de l'INSPQ dans l'INES. Oui, je suis pas très à l'aise avec le terme de fusion parce que il y a aussi un démantèlement des missions de l'INSPQ.
Donc, ça serait plus qu'une fusion, c'est ça? Je pense que le démantèlement s'applique assez bien. OK, démantèlement, entendu. Le Collège des médecins du Québec s'est dit inquiet de ces changements et a rappelé, je cite, que la santé publique ne doit pas être compromise par une réorganisation et aussi du côté du don d'organes. La qualité des soins doit rester la priorité. Le transfert de la coordination du don d'organes à EMA Québec ne doit pas mettre en péril la continuité des soins ni l'expertise précieuse de Transplant Québec. Madame Bouchard, rappelez-nous ce qu'est votre organisme, son mandat et pourquoi Transplant Québec est essentiel pour le système de santé québécois. Merci. Alors, d'abord, Transplant Québec existe depuis plus de 55 ans. On était le premier organisme à être fondé au Canada. On a une crédibilité certaine. On a parlé beaucoup de l'expertise que nous avons. On est responsable de la coordination jusqu'à l'attribution des organes, la transplantation. Ça inclut du moment où on a un appel d'intérêt jusqu'à les transports, l'organisation dans les blocs opératoires, la liste d'attribution avec les patients. Nous avons la liste unique au Québec pour les receveurs et on coordonne avec l'ensemble des transplanteurs à travers la province du Québec. Cette organisation de transplantation-là future, ça inclut les transports terrestres et les vols aériens également. Qu'est-ce qu'on transplante? Parlez-nous un peu des autres. On transplante les organes. D'organes au Québec. Les organes solides, comme on dit. Donc, cœur, rein, poumon, foie, pancréas. Oui. En France, ils vont un peu plus loin. On transplante maintenant les utérus. Donc, il y a toutes sortes d'organes. Et tout récemment, on a eu l'opportunité de faire transplantation avec des tissus composites vascularisés. Donc, c'est le terme très scientifique pour dire transplantation du visage. Mais on peut penser que ultimement, il y aura transplantation des membres, donc d'une main, etc. à venir. Comment ça se passe et combien vous avez de donneurs? Est-ce que c'est... Combien qu'on a de donneurs? Donneurs et donc je vous dirais, l'année dernière, depuis les 2 dernières années, on a 206 donneurs et on est en mesure de transplanter au-delà de 500 personnes par année. Depuis l'existence de Transplant Québec, ça représente 16 000 vies sauvées de Québécois et Québécoises. Donc, c'est pas rien. C'est une expertise très nichée et de pointe et on est très soucieux de la maintenir, mais dans son intégralité. Je vous explique. C'est que si, parce qu'on parle de dissolution et de transfert, s'il y a transfert, ben il y a aussi la perte d'agilité en termes de décision. Donc, plus de conseil d'administration, une hiérarchie quand même assez importante à l'intérieur d'une autre organisation qui est une société d'État avec une mission complètement différente, c'est-à-dire une marchandisation des lignes de produits, ce que nous n'avons pas. Oui. Quels sont les principaux défis peut-être actuels pour augmenter le nombre de donneurs d'organes? Parce que c'est quelque chose, vous sauvez des vies, donc c'est quelque chose qu'on veut qui continue. Oui. Donc les défis que vous rencontrez, c'est quoi? Ils sont multiples. C'est la raison pour laquelle on a demandé une commission parlementaire l'année dernière. Les recommandations qui sont sorties des parlementaires en octobre 2024 reprenait essentiellement l'ensemble de nos recommandations dans notre mémoire. Alors, ce qu'on disait, c'est que ça prend une loi cadre pour mandater Transplant Québec comme étant l'organisme officiel avec les coups des franches en termes de accessibilité aux données, en termes de référencement obligatoire. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que lorsqu'il y a un décès à l'intérieur d'un centre hospitalier, que les centres hospitaliers nous réfèrent les personnes en décès imminent pour qu'on puisse rencontrer les familles, qu'on puisse avoir des discussions d'ores et déjà avec eux d'abord. On visait aussi à augmenter la sensibilisation auprès du public, mais également auprès du personnel soignant. On visait aussi à faire en sorte que, vous savez, c'est très important le don d'organes, mais il faut qu'on ait suffisamment d'espace dans l'espace public pour faire en sorte que ça soit discuté, que ça soit valorisé, que la notion du don altruiste soit communiquée dès un bas âge. Donc, on est responsable de la sensibilisation pour l'ensemble du public, mais on a un très mince budget. Donc, ce qu'on
qu'on se disait, c'est si on veut avoir les moyens de nos ambitions, puis on veut se baser sur ce qui se fait à l'international comme étant les pays qui sont les leaders mondiaux, donnons-nous toutes les mesures puis toutes les compétences nécessaires pour l'avoir. Et ça passait, dans le fond, par, entre autres, cette loi cadre-là. OK, entendu. Vous pourriez peut-être nous expliquer encore un peu plus ce qu'il en retourne. Professeur Clavier, quelles sont les conséquences attendues pour la santé publique au Québec de tous ces chambardements? Il y en a plusieurs. Peut-être d'après... Au mois de décembre, la Commission des finances publiques a tenu des audiences dans lesquelles elle a entendu plusieurs organismes, dont l'INSPQ, l'INEF, les directeurs régionaux de santé publique, puis aussi des chercheurs experts en santé publique et politique de santé publique. Moi, j'ai contribué à un de ces mémoires, mais j'ai lu aussi plusieurs des mémoires, dont notamment ceux que je viens de mentionner, puis je dirais qu'ils mettent de l'avant 5 conséquences, puis qu'il y a une assez forte convergence entre les mémoires, incluant celui de l'INES, curieusement. Donc, d'abord, la première, c'est que le PL7 ne mentionne pas les missions de santé publique, ni dans le titre du nouvel institut, qui serait l'Institut québécois en santé et services sociaux, si je ne m'abuse, et ni dans les mandats du nouvel institut. Puis ça a un risque vraiment de diluer, d'affaiblir la visibilité de la santé publique et sa capacité à agir. Ça, ce serait la première conséquence. La deuxième, en dispersant les rôles, comme j'ai dit tout à l'heure, je parlais de démantèlement, en dispersant ces missions dans 3 organisations, mais on risque d'affaiblir la capacité de l'INSPQ à produire des données et des avis qui sont pertinents pour conseiller les décideurs. Ça, je pourrais y revenir tout à l'heure. Troisièmement, ça, c'est quelque chose qui était relevé dans le mémoire des directeurs régionaux de santé publique, c'est que le PL7 ne prévoit pas de mécanismes qui leur permettent d'interpeller directement le nouvel institut pour obtenir des avis et des données pour guider leur action. Puis ça, c'était une des motivations dans la création de l'INSPQ en 1998. Le législateur voulait assurer l'accès à l'expertise en santé publique à tous les acteurs de santé publique sur tout le territoire. Donc là, il y a un risque vraiment de perte, et que seuls les plus gros centres puissent continuer à produire des données. Je vote pour la science est une émission produite par Science Presse. Visitez son site internet au sciencepresse.qc.ca. Bonne écoute. Madame Bouchard, le gouvernement a décidé de confier à Héma-Québec la mission principale de Transplant Québec. Cela aura quoi comme conséquences concrètes? En fait, on se questionne nous-mêmes. Mais je vous dirais, on a été invité en commission parlementaire. Transplant Québec ouvrait le bal de la commission. On a fait valoir que notre expertise était essentielle, que les 2 missions sont complètement différentes. De transférer, pour nous, ça représenterait une perte d'agilité, un retour, dans le fond, en arrière. Puis on se base, on voulait voir sur quelle analyse on se basait, parce qu'on est un organisme qui est efficient, on est un OBNL, et malgré tout, on arrive dans notre budget, et puis on est arrivé à augmenter le nombre de donneurs. Alors on se disait, sur quelle analyse on s'est basé pour faire ce transfert-là. On n'a pas eu de réponse à cet égard. On a eu une rencontre avec Mme France-Hélène Duranceau et on lui a demandé quel était l'objectif financier, parce qu'on parle de 35 millions pour les quarantaines d'organismes, mais concrètement, pour Transplant Québec, qu'est-ce que ça représentait? Et on s'est fait répondre que c'était pas une question de chiffres. Alors, j'ai un petit peu de difficulté à comprendre quand c'est une loi avec la Commission des finances, qu'on parle pas de chiffres, on parle d'efficience. Or, on est efficient et nous détenons l'expertise. Donc, pour nous, il y a pas du tout d'avantage de se voir transférer. Professeur Clavier, vous nous avez parlé un petit peu des changements tout à l'heure, en fait des rapports des différents acteurs, mais que nous dit la littérature sur la gouvernance de la santé publique, sur les changements à venir?
peut-être la place de la santé publique dans les institutions. Pensez d'abord pour le curatif. Exactement, parce que là, je vois vraiment des parallèles avec ce que vient de dire la présidente de Transplant Québec. Parce que on propose une fusion d'organisations qui semblent avoir des missions proches, mais quand on les regarde beaucoup plus en détail, beaucoup plus précisément, on voit à quel point les modes de fonctionnement sont différents, à quel point les mandats sont différents. Puis c'est un peu la même chose qu'on voit entre l'INSPQ et l'INES. Oui. Les modes de fonctionnement sont différents. Puis dans la littérature sur la gouvernance de la santé publique, ce qu'on voit sur des tendances de long terme, c'est que d'un côté, au Québec, on a beaucoup renforcé les instruments de la politique de santé publique depuis les années 80. Il y a eu des moments marquants comme la création du rôle du directeur régional de santé publique, la politique de santé bien-être en 92, la loi de santé publique en 2001, la politique gouvernementale de prévention en santé en 2016. Donc d'un côté, on a renforcé des moyens d'action, des moyens stratégiques assez importants, mais d'un autre côté, on a un peu entravé le rôle la capacité des acteurs de santé publique à agir, à utiliser ces instruments en modifiant le contexte institutionnel dans lequel ils se trouvent. Puis ces modifications de contexte institutionnel, puis là je parle de la réforme Barrette qui a créé les CIUS et les CIS en 2015, la création de Santé Québec en 2025, ces réformes institutionnelles, elles sont pensées pour le curatif. Puis le curatif, on est dans une temporalité qui est, c'est ça, c'est l'hôpital. D'abord, l'hôpital est la première ligne. On est dans la temporalité plus courte, dans de l'urgence. On est dans de l'émotion, parce que quand on en a besoin, soyons clairs, c'est vraiment très, très important. Alors que dans la santé publique, on est sur du temps long, sur de la prévention. Et on est vraiment sur donc des dynamiques temporelles, des dynamiques d'action, des réseaux d'acteurs impliqués qui sont très différents. Et si on ne pense pas les institutions de la santé et des services sociaux pour la santé publique, on complique, on complexifie, on limite sa capacité à agir. Oui, il y a aussi le rôle symbolique des organismes dédiés à la santé publique. C'est important d'avoir ça. Oui, c'est important d'avoir quelque chose qui reconnaît que la mission de la santé publique, puis qui reconnaît que c'est important. D'avoir le nom de la santé publique dans une loi, d'avoir la loi de santé publique en 2001, je dirais que c'est une loi qui fait... qui a placé le Québec un peu en position de précurseur dans au moins le monde francophone en santé publique, avec notamment ses articles 53 et 54. L'article 54 notamment qui accorde au ministre de la Santé le pouvoir de conseiller ses collègues ministres sur les impacts sur la santé de différents programmes et projets de loi. Donc on reconnaît que ce qui fait la santé, c'est pas juste le soin, mais c'est aussi ce qu'on fait en matière de politique de revenus, d'accès au logement, de services sociaux, de transport, d'industrie, etc. Et qu'on se donne les moyens de réfléchir les impacts sur la santé en lien avec ce qu'on fait dans d'autres secteurs de l'action gouvernementale. Donc, quand on le reconnaît, il y a plus de chances qu'on s'arrête et qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Oui, même si la santé publique, la prévention, généralement, on y accorde peu d'argent. On parle de 2 à 3%, alors que les hôpitaux et tout ça, ou même les médecins, là, avec les dernières négociations, là, il y a beaucoup, beaucoup plus d'argent et d'enveloppes mis là. J'aimerais que vous me parliez encore du rôle de l'expertise dans l'élaboration des politiques de santé publique. Pourquoi ça aussi, il ne faut pas négliger ça? Non, mais ça, il ne faut pas le négliger. Puis c'est là, je vais revenir à votre accroche de questions. Vous avez mentionné le transfert des laboratoires à Santé Québec. Puis ça, ça a vraiment été signalé comme étant un frein potentiel à la capacité à fournir une expertise importante, puis des conseils, parce que l'INSPQ doit fournir des conseils, des avis au gouvernement quand on lui demande. Dans le contexte, je vais vous donner 2 exemples. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19,
les données qui étaient produites par les laboratoires ont été vraiment importantes pour guider la stratégie de prévention et les conseils que l'INSPQ pouvait donner au ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, autrement dit, les analyses de laboratoire qui sont faites par le laboratoire de la santé publique, c'est pas seulement des analyses cliniques, c'est aussi des analyses qui permettent de fournir des données sur lesquelles on peut voir des tendances dans l'évolution des maladies et sur lesquelles on peut bâtir une stratégie de prévention, une stratégie de conseil pour le gouvernement. La prévention, la promotion de la santé, ça se fait aussi sur d'autres sujets qui sont peut-être plus du quotidien, qui sont moins aigus qu'une crise comme la pandémie de COVID-19. Oui. Puis, on a vu... En mai, l'année dernière, en mai 2025, la commission spéciale sur les impacts des écrans et réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes a publié son rapport final. Puis, si vous vous souvenez, cette commission a mené plusieurs consultations. Elle a notamment consulté l'INSPQ sur le temps d'écran pour les jeunes. Et en fait, si l'INSPQ a pu se positionner efficacement pendant cette commission, c'est parce qu'il avait déjà travaillé sur la place des écrans dans les services de garde dès 2014, sur les écrans et les habitudes de vie des jeunes dès 2016. Et puis, par la suite, il y avait eu d'autres travaux sur ces questions. Donc, la capacité d'analyse politique de l'INSPQ, c'est aussi une capacité à combiner des analyses thématiques en santé publique et puis des analyses du contexte politique, du contexte institutionnel et social pour produire des avis opportuns. Puis c'est aussi la capacité donc d'anticiper les sujets et les sujets d'importance en matière de santé publique sur lesquels il pourrait être amené à se positionner quand ça va être urgent pour le gouvernement qui puisse le faire. Oui, puis en amont aussi, tout à fait. Ce projet de loi modifie aussi, c'est la loi sur le protecteur des usagers en matière de santé et des services sociaux en matière de traitement des plaintes à urgence santé. C'est pour ça c'est important de conserver l'instance de recours des patients indépendante de l'appareil d'État. Madame Bouchard, quels sont les risques concrets pour les patients en attente de greffe si Transplant Québec disparaît ou est intégré dans une autre organisation? Mais écoutez, dans le fond, on a réfléchi, on a un nombre de coordonnateurs cliniques et d'infirmières qui, en partenariat de soins qu'on appelle, qui accompagnent les familles. Et donc, si ces gens-là ne sont pas intéressés à transférer vers une autre mission, parce que c'est une autre mission, différentes valeurs de gestion, ben là, c'est clair qu'on peut compromettre le nombre de greffons, le nombre de transplantations, utilement le prognostic des patients. Et donc, ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais pas du tout. On travaille depuis plus de 55 ans à sauver des vies et non pas l'inverse. Là. Oui, entendu. Est-ce qu'il s'agirait d'une centralisation de pouvoir aux mains de Santé Québec qui irait à l'encontre peut-être d'une santé de proximité, ce qui se fait depuis de nombreuses années? Il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent notamment avec le milieu communautaire qui est particulièrement important lorsqu'on parle de santé publique, professeur Clavier? Oui, ça, je dirais que c'est une autre des tendances que l'on voit dans la gouvernance de la santé publique avec la réforme Barrette, avec la création de Santé Québec. On est vraiment dans une dynamique de centralisation. Or, l'action en matière de santé publique, elle a besoin d'une assise forte au niveau central. Je pense que ça, c'est évident. Et puis, on parlait tout à l'heure du rôle symbolique d'avoir une loi ou un institut, ou de mentionner la santé publique. Donc ça, c'est important au niveau central, mais c'est aussi important qu'elle puisse agir efficacement au niveau régional, au niveau local, et en lien avec les autres partenaires, en lien avec les partenaires du milieu communautaire, en lien avec les municipalités aussi, qui disposent souvent des leviers pour agir sur ce qu'on appelle des déterminants de la santé, donc sur des facteurs qui vont influencer soit les habitudes de vie, soit l'environnement dans lequel les citoyens vivent.
penser à la qualité de l'air en ville qui est affectée par la proximité aux autoroutes, par le type d'industrie qu'on y retrouve, par la prédominance du déplacement automobile, par exemple. Donc, alors, et les municipalités ont certains leviers pour agir en favorisant différents modes de transport ou en agissant sur l'urbanisme. Donc, la santé publique, elle a besoin d'agir à ces trois niveaux-là et donc elle ne peut pas être seulement centralisée. Elle a besoin d'agir avec des mouvements sociaux, avec d'autres institutions et d'autres secteurs d'action publique. Oui, en fait, elle a besoin d'autonomie face à une ingérence politique, d'indépendance scientifique. Ce qui m'amène à une autre question pour vous, Madame Bouchard. Pourquoi faut-il maintenir l'autonomie de Transplant Québec? Mais l'autonomie est hyper importante, je vous dirais, dans un contexte où on n'est pas dans l'appareil gouvernemental. On est un OBNL. Nous ne sommes pas sous Santé Québec ni sous le ministère. Et comme l'INSPQ, on donne des avis au ministère. On peut pas être juge et partie. Donc, si on a des difficultés avec une organisation dans des blocs opératoires, on ne doit pas faire partie. On doit travailler avec. On doit avoir un pouvoir d'influence. Mais cette notion-là d'indépendance, elle est majeure. Tant dans l'attribution des organes aussi. Donc, l'attribution des organes a été faite avec des comités d'organes, tout organe confondu, donc avec des transplanteurs qui ont décidé quelles étaient les règles d'attribution. On s'est basé sur les meilleures pratiques qui se font au Canada et ailleurs. Et donc, cette notion-là doit être maintenue et on ne doit pas avoir une pression de marchandisation. C'est illégal de vendre des organes au Québec, au Canada, et ça doit être continue comme ça, on doit continuer dans cette voie-là, parce que sinon, je pense que c'est toute une notion de confiance du public qui doit être au rendez-vous. Entendu. Ben, merci beaucoup. Vous l'avez entendu, on était en compagnie de Martine Bouchard, présidente directrice générale de Transplant Québec, et de Carole Clavier, professeure au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal et membre de l'Institut Santé et Société de l'UQAM. Merci à toutes les deux. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, la réalisation et toujours le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite de passer à tous et à toutes une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de